RenaCast. Je vais faire en 3 heures ce que certains font en 8 ou 10. Quand tu te mets à ton compte, il y a 2 grosses optiques. Soit tu veux gagner plein de thunes, soit tu veux du confort de vie. Moi, ce que je voulais, c'était du confort de vie. Et 15 jours plus tard, vu qu'il me fait cette proposition, j'ai remis ma lettre et j'ai demandé un sentiment agréable. Et si un simple déclic pouvait changer toute votre vie? Bienvenue sur RenaCast, le podcast qui explore ce moment clé où tout bascule, où l'envie de créer prend le dessus sur la peur de l'inconnu. Ici, des entrepreneurs, des audacieux, des visionnaires partagent avec vous leur histoire, leurs doutes, leurs succès, et surtout, ce qui les a poussés à tout quitter pour entreprendre. Une idée qui vous trotte en tête, un projet que vous n'osez pas lancer, chaque épisode est là pour vous inspirer et peut-être déclencher votre propre déclic. Abonnez-vous dès maintenant sur votre application de podcast préférée et embarquez avec nous dans l'aventure. Eh bien, bonjour Gaëtan, bienvenue dans ton épisode de RenaCast. Gaëtan, moi je te connais, beaucoup de monde te connaît, mais pas tout le monde encore. Alors, avant d'aller dans le vif du sujet, ce que je te propose peut-être, c'est de te présenter à tous nos auditeurs. Allez, je te laisse la parole, Gaëtan, dis-nous qui tu es. Salut Nico. Je suis consultant en histoire et culture du jeu vidéo, un métier que j'ai inventé il y a un peu plus de 10 ans. Consultant, alors tu me le refais, consultant en histoire et culture du jeu vidéo. En gros, je résume, tu es un gamer, un fan de jeux vidéo et tu as voulu y mettre ta patte pour que les jeux te correspondent au maximum, c'est ça? J'ai transformé ma passion en métier. Ah, intéressant. Et cette passion du jeu vidéo était là depuis tout petit? Oui, petit. Mon père avait un Amstrad CPC 464. Ça doit te parler vu que tu es vieux. Merci. Et pour les plus jeunes, c'est un vieil ordinateur des années 80 dans lequel on mettait des cassettes audio qui servaient de jeu. On appuyait sur play, on allait jouer au ballon, on revenait 15 minutes après, on retournait à la cassette, on appuyait sur play, on retournait jouer au ballon. Et si ça n'avait pas planté, on avait le droit de jouer et ça plantait bien entendu une fois sur deux. Ah, c'était le bon temps, comme diraient certains. Aujourd'hui, c'est pas la même chose. On lance des mises à jour de nos consoles ou nos ordinateurs, et on joue une demi-heure ou 3/4 d'heure plus tard, et on a une bonne connexion Internet. Alors, Gaëtan, dis-moi, ton parcours, il est assez impressionnant. J'ai regardé, hein, tu m'as aidé évidemment à préparer cette émission. Quand je l'ai lu, je me suis dit, mais à part la passion, t'étais pas parti pour devenir consultant, t'es parti pour d'autres choses, t'as fait d'autres métiers, tu as été salarié. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Surtout, l'idée derrière ça, c'est pourquoi tu es salarié depuis plusieurs années. Un jour, tu te dis, OK, j'en ai marre, je veux passer à autre chose. Qu'est-ce que tu faisais avant et comment tu en es arrivé là? Alors déjà, quand j'étais ado, j'avais pas décidé de vouloir travailler dans le jeu vidéo. Il y a toujours le rêve quand on est gamin de dire je veux être testeur de jeux vidéo. Mais dans les années 90, va dire ça à ta mère ou un conseiller d'orientation, ça passe pas. Du coup, mon autre rêve quand j'étais gamin, c'était de devenir dessinateur de bande dessinée. Oh. Donc j'ai fait des études d'art appliqué pour y aller. J'ai fait un bac art appliqué et après j'ai fait un an de BTS de design que j'ai pas terminé. Je suis parti avant la fin parce que ça me convenait plus. Et donc ça n'a effectivement rien à voir avec le jeu vidéo. C'est un diplôme qui ne sert globalement à rien. Mais par contre, toute la méthode d'analyse que j'utilise aujourd'hui dans mon taf et dans plein d'autres domaines, elle vient de cette école. J'ai fait mes études à Nevers, qui était une très très bonne école. Et on m'a appris à analyser un peu tout ce que je vois de façon presque maladive. Tu vois une jaquette de CD, c'est pas « Oh, elle est belle », c'est « Oh, pourquoi elle est bleue ? Pourquoi elle est comme ça ?» Voilà. Et voilà. Et du coup, j'ai fait mes études là-dedans. Et quand j'ai arrêté mes études, j'avais la chance, entre guillemets, d'habiter dans un coin où il y avait plein de boulot, en revenant chez mes parents. Et du coup, j'ai pris un taf alimentaire à l'usine, en me disant, vu que je suis là, je vais gagner un peu de sous. Et je suis resté finalement 8 ans à l'usine, en passant du classique manutentionnaire à tu déplaces des cartons, à chef d'équipe presque technicien. Donc ouais, un gros parcours, 8 ans, c'est long, hein, quand même, hein, dans une carrière. Et ce qui est intéressant, c'est que pour beaucoup, ces 8 années auraient pu se transformer en 10, 15, 20, 16 et puis finalement aller jusqu'à la retraite paisiblement parce que finalement, tu es tranquille, tu as ton emploi, tu sais
que à la fin du mois, dans tous les cas, tu seras payé. Et finalement, tu as cette sécurité, cette bulle de confort. Pourquoi exploser cette bulle à un moment donné? Qu'est-ce qui t'a donné ce déclic de te dire stop, je n'ai plus envie de ça, si c'est le cas d'ailleurs, j'ai envie d'autre chose. Comment tu y es arrivé? Alors moi, je m'ennuie très vite, chose qui est pas le cas de tout le monde. Ce qui fait que sur les 8 ans dans l'usine, j'ai rapidement évolué, changé de poste, tout ça. Mais je m'ennuyais quand même globalement parce que une fois qu'on connaît son boulot, il y a juste à le faire bien. Et, euh, et on s'ennuie un peu. Mais l'avantage d'avoir un CDI et d'être à l'usine, c'est que tu as des sous, tu as une sécurité, comme tu dis, et tu as du temps parce que je faisais les postes. Alors les postes, ça ravage un peu au niveau de la santé, hein, clairement, c'est pas le meilleur pour ça. Par contre, ça laisse plein de temps pour faire d'autres trucs. Et donc en parallèle de mon métier alimentaire, j'ai commencé à m'investir dans d'autres domaines, donc beaucoup dans le rétro gaming. Je suis allé sur les conventions rétro, j'ai monté une asso avec mes copains de l'époque. Et je me suis mis aussi à faire du journalisme bénévole pour des sites tenus par des copains où en fait on parlait de jeux indépendants. Donc j'ai eu plein d'activités en parallèle de l'usine, mais qui étaient non rémunérées, quoi. J'avais un métier pour m'amuser et un métier pour manger. Ouais, plutôt un hobby finalement, tu as ton métier puis ton hobby, certains vont faire du foot, d'autres du sport, toi tu as décidé de faire du jeu vidéo, ton activité, ton hobby dans les périodes où tu t'ennuyais pas finalement puisque tu faisais ça et tu as pu te déplacer, créer déjà une association, c'est assez intéressant. Tu montes l'association avec tes copains, c'est déjà une activité à part entière qui peut prendre énormément de temps, qui demande des démarches administratives. Déjà rien que là, ça pose pas mal de questions. Comment on se dit bah tiens, je vais faire une assoce parce qu'il y a plein de monde qui fait des trucs mais qui vont euh, se rentrer dans une association et pas la générer, pas la créer soi-même. Toi, tu décides de la créer. Pourquoi créer une association? Parce que, encore une fois, c'est beaucoup de charges supplémentaires, des problématiques à gérer. D'autres ont d'autres choses à faire. Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qui te motive à créer une association? On traîne dans les milieux rétro gaming, on voit qu'il y a d'autres assos, pas forcément vers chez nous, mais qui organisent des trucs à gauche, à droite. Et un jour, on est chez moi dans ma cuisine avec mes potes et on dit pourquoi on fait pas une asso nous, comme ça on pourra faire des tournois dans les bars, ça sera plus simple à organiser. Parce que quand t'es personne, on t'écoute pas. Quand t'es une asso, on te dit bon allez-y venez. Et du coup, ça a été décidé un soir dans ma cuisine en buvant du café et voilà quoi. Et j'ai noté les noms de qui étaient autour de la table, et hop, c'était les fondateurs et on a fait la déclaration des statuts dans la semaine. Ok. Et finalement, Et ça a grossi avec le temps parce qu'on n'a pas juste fait des tournois dans les bars où on met des jeux vidéo dans les bars. On a fait un mini festival musical où on faisait un concert, un tournoi, un concert, un tournoi, un concert, un tournoi. Et on était gratos, on tournait qu'avec la buvette. Et après, on a fait un salon sur les années 90 au Creusot où on avait du jeu de société, du jeu vidéo, du blind test. Donc en ouais, plus, donc on a tu grossi. grossis. Tu grossis au fur et à mesure. Et ce qui est génial, c'est que tu partages déjà ta passion. Finalement, le consultant en histoire et culture du jeu vidéo commence à naître progressivement en toi. Le rétro gaming, encore plus, c'est de l'histoire. Aujourd'hui, on est tous fans de ça, mais à un moment donné, c'était plutôt mal vu. C'était tu te raccroches à ton passé et aujourd'hui, on adore tous les consoles de rétro gaming. Et tu étais précurseur peut-être sur ce point-là d'ailleurs. L'association te permet de comprendre déjà comment engendrer de l'argent finalement, puisque tu le dis, c'est gratuit, mais on trouve un moyen de se financer grâce à la buvette. Donc tu commences déjà à avoir un pied dans l'entrepreneuriat finalement grâce à ça. Oui. Donc c'est génial. Et une fois que tu as fait ça, tu es toujours toujours à l'usine. Quel est le déclic final qui te dit stop, j'arrête, je préfère mon hobby à ce travail qui est totalement alimentaire? En fait, il y a deux trucs qui vont se croiser. À force de traîner les milieux rétro gaming et de m'intéresser à l'histoire du jeu vidéo, j'ai un copain qui me dit un jour écoute, il y a une médiathèque, là ils font une expo. Est-ce que tu veux venir avec moi pour être guide de l'expo? Et tu fais visiter ça en public et tu leur expliques ce qui s'est passé. Je vais avec lui, c'était cool, c'était à Bourges en 2012. Du coup, ça se passe plutôt bien. Et quelques semaines ou mois après, il me recontacte, il me dit écoute, j'ai une autre médiathèque qui est chaud pour faire la même chose. Est-ce que tu veux revenir? Je dis bah ouais. Et là, il m'a dit bah on peut être payé. Mais pour être payé, du coup, il faut avoir une structure. Et là, on est en fin 2012, début 2013. Et on peut les auto-entrepreneurs viennent d'arriver, entre guillemets. Le statut est assez neuf. Et du coup, encore aujourd'hui, c'est très simple de se monter aux entrepreneurs. Mais à l'époque, c'était 3 fois plus simple. C'était 3 clics. Aujourd'hui, il y en a peut-être 6. Allez.
Mais du coup, je me monte auto-entrepreneur en disant, bah voilà, comme ça, je peux encaisser de l'argent. Et on me dit, bah on va te filer 400 euros. Je suis là, attends, je peux avoir 400 euros pour parler de jeux vidéo et en plus vous payer le repas? Bah oui, 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 j'arrive. Donc là, je suis encore avec mon taf à l'usine. Je fais ça un week-end, quoi. Et, c'est dans un coin de ma tête, mais ça me travaille pas plus que ça. Par contre, ce qui me travaille, c'est que je m'ennuie à l'usine. Et là, je suis arrivé au point où vraiment je m'ennuie. Donc en fait, je me rends compte que j'ai tendance à chercher un autre boulot. Mais quand on a un CDI, en fait, on ne cherche pas vraiment. On le regarde. On est là, oh, regarde ça, regarde ça. Tu postules un petit truc de temps en temps, puis des fois t'es là, oh, je postule non, j'ai la flemme. Donc je me dis que pour me forcer à bouger, faudrait peut-être que je me foute à la porte et le déclic, il est à un moment précis où je suis à l'usine. Il est quasiment midi. Je finis mon poste à midi. Et à midi moins le quart, il y a un mec qui passe sur la machine où je suis et qui est encore en train de se plaindre. Et c'est un mec qui se plaint. Il dit de toute façon, moi, je m'en vais et tout. Et il se barre. Et il y a un mec qui me dit oui, lui, ça fait 17 ans qu'il est là. Ça fait 17 ans qu'il dit qu'il va s'en aller. Elle me dit ok, non, je vais pas devenir ce mec-là. Du coup, je suis sorti, je suis passé au vestiaire, je me suis habillé, je suis voir mon directeur. Et je lui dis écoute, je me suis formé à la polyvalence, je maîtrise telle machine, telle machine, telle machine. Soit tu me fais une proposition pour que j'évolue. Je veux pas forcément de l'argent, mais je veux du confort ou un boulot plus intéressant. Et si jamais je l'ai pas, eh ben, je m'en vais. Et 15 jours plus tard, vu qu'il me fait cette proposition, j'ai remis ma lettre et j'ai demandé un licenciement agréable. OK, étonnant. Et comment tes proches ont pris ça en se disant: «Mais, Gaëtan, tu pars dans un univers totalement inconnu, tu avais une sécurité, tu avais tout pour bien faire». Pour certains, le CDI, c'est le graal, hein. Et comment ils ont accompagné ça? Enfin, à un moment donné, c'est dur. Personne n'a compris. Pour la plupart des gens, quitter un CDI, c'est une catastrophe. Moi, la sécurité que j'avais, c'est simple. Au départ, j'ai pas pris une lunette à mon compte. C'était juste, je me fous à la porte moi-même pour me forcer à aller chercher un autre boulot. Je vais voir mon directeur, je lui dis je m'en vais dans 15 jours si tu me fais pas d'offre. L'après-midi, je fais le tour des boîtes intérim et je leur dis voilà mon CV, je vais faire ça, ça, ça. Est-ce que c'est du boulot pour moi? Et sur les 6 que je fais, il y en a 4 qui me disent si vous voulez, vous démarrez lundi. Donc en fait, j'ai une Ah ouais. sécurité qui dit si vraiment je suis emmerdé, bah je peux retourner à l'usine. Parce que même aujourd'hui, tu vois, après, ça fait 10 ans que je suis à mon compte, je me dis toujours si je suis coincé, j'ai un plan B, je peux retourner à l'usine, je peux aller faire ça. Bref, il y a pas de saut métier, tu vois. Je suis très content de toute l'expérience que j'ai tirée de ce truc-là. Et en plus, bah, vu que je fais une rupture conventionnée, je pars avec 2 ans de chômage. Je suis pas à la rue non plus. Et une fois que je me retrouve à te dire, bon, bah, qu'est-ce que je fais maintenant que je suis foutu à la porte? Et là où je me dis, bah, j'ai ma boîte, est-ce que je prends pas 2 ans pour essayer de la monter? Si ça marche pas, bah, je retourne à l'usine dans 2 ans. Et puis si ça marche, je continue. D'accord, donc tu te donnes, finalement, l'opportunité de faire grandir la boîte en te donnant tout le temps nécessaire, en quittant, ton CDI, avec, bah, les aides de l'État et tant mieux, je te dirais, puisque tu as cumulé tout au long de ta vie, professionnelle pour y avoir accès. Ça peut être une des premières, un des premiers tips qu'on peut donner à ceux qui veulent se lancer. Si vous êtes, salarié, est-ce que vous voulez être le gars de ça fait 17 ans qui se plaint, qui dit qu'il veut partir? Et peut-être aller négocier votre rupture conventionnelle. Alors attention, hein, faites-le pas parce que moi je l'ai dit ou Gaëtan l'a dit, hein, réfléchissez quand même quelques instants. Et puis, si vous avez une rupture co, c'est la possibilité peut-être d'aller créer votre propre projet. Et ça, c'est hyper intéressant. On a quand même pas mal d'aides et on est dans un pays qui est plutôt sympa pour ça d'ailleurs. Pôle emploi, c'est le Donc, premier investisseur en produits culturels en France, hein. ouais. Que tu sois dans le jeu vidéo, musicien, artiste, ou même entrepreneur, tu as 2 ans pour lancer un projet. Et si tu vois que ça va pas au bout de 2 ans, bah t'arrêtes. Mais même quand tu es dans le cursus et que tu leur dis que tu veux monter une boîte, ils vont te mettre dans le statut créateur et tu peux être accompagné après avec des gens qui comprennent plus ou moins ce que tu fais, hein. Moi, clairement, personne comprenait à l'LP, hein. Mais, Ouais. euh, mais au moins, ils sont ouverts, tu vois. Alors que effectivement, le reste de mon entourage, c'est t'as quitté ton CDI, c'est la fin du monde, comment tu vas manger, comment tu vas payer ton appart. Et toi, du coup, quand tu vois tes proches tous te dire la même chose, comment toi tu réagis? Tu te dis: «Non, moi je suis sûr de mon coup, j'y vais», ou tu commences à hésiter en te disant: «Peut-être que vaut mieux que je les écoute et que je retourne». Alors on a la finalité, on sait exactement ce qui s'est passé, hein, mais à ce moment-là précis, c'est difficile d'aller contre son entourage. Bah, moi, j'ai pas peur de la situation de ce truc-là parce qu'en fait, je me dis que je peux retourner bosser. Et même avant d'avoir été à l'usine, tu vois, étudiant, j'étais serveur. J'étais serveur, j'étais à l'usine. Maintenant, même en plus, j'ai bossé dans d'autres trucs après. Mais
j'ai un CV qui est assez large pour me dire, bon, bah, s'il faut, je cherche du boulot et surtout j'habite dans une région où il y a du boulot. Oui. J'aurais travaillé au fin fond de la Creuse où il y a, pas trop de taf ou en Haute-Marne où il y a que dalle, ça aurait pas été le même contexte. Là, clairement, j'habitais au Creusot, il y a toutes les villes, toutes les usines de la métallurgie qui sont là, et des usines à perte de vue, c'est pas un problème, tu vois? Du boulot, j'en aurais. C'est pas forcément un bon boulot, mais je serais pas à la rue. Et le fait de me dire, bah, de toute façon, je serais pas à la rue, j'ai un plan B, ça me suffit. Moi, j'ai pas trop de stress là-dessus. Après, être entrepreneur, forcément, il y a un côté un peu hippie, hein. Comment tu payes ton loyer dans 6 mois? On verra dans 9, tu vois? C'est pas. Effectivement. Donc un plan B, simplement tester le marché, comme tu l'as fait, c'est pas mal, hein, d'aller voir dans les sociétés d'intérim si potentiellement ton profil peut intéresser d'autres entreprises. Ça peut te donner le courage de franchir un cap. C'est hyper intéressant. Est-ce que je l'aurais fait? Je sais pas, mais je trouve ça bien, en tout cas, que tu me donnes cette info-là. Je vais le faire tout de suite en quittant l'épisode. Euh, je sais pas. Et donc voilà, du coup, tu te lances, tu te dis j'ai 2 ans pour faire ça. Ton entourage comprend pas, mais toi, t'es persuadé que tu vas y arriver, hein, dans tous les cas. Enfin, j'imagine, en tout. Envie d'y Je suis pas arriver. persuadé non plus, hein, mais je me dis que de toute façon, j'ai pas grand-chose à perdre, tu vois? Vu que j'ai la sécurité de Pôle emploi plus, je peux retrouver un boulot, je me dis: «C'est le moment d'essayer», tu vois? J'essaye, si ça marche pas, bah, je retourne à ma vie d'avant et j'ai rien perdu, quoi. Ouais, ok. Donc, et du coup, c'était déjà le consultant en histoire de culture du jeu vidéo que tu avais en tête, ou tu avais en tête à peu près rien, mais tu savais ce que tu aimais et ce que tu voulais faire sans y mettre d'étiquette. J'avais surtout capté qu'on était prêt à me payer pour parler de jeux vidéo, donc je me suis dit: «Si on est prêt à me payer pour ça, il y a un marché». Je voulais pas le titre de consultant, en fait, il est très simple, c'est que je voulais pas être classé historien parce que j'ai pas de diplôme d'historien, j'ai pas fait d'études d'histoire et tout. Il y a un côté un petit peu, arrogant dans le côté, historien, je trouve. Donc moi, j'ai mis consultant pour dire, moi, si je sais pas, je connais sans doute quelqu'un qui sait. Parce que oui, effectivement, moi, je sais pas, mais par contre, en histoire des jeux vidéo, j'ai des copains qui sont très calés sur des points très techniques. Moi, je suis plus sur le côté anecdote, mais en tout cas, je suis dans le milieu et je peux trouver quelqu'un pour. Donc le consultant, il est là pour ça. Et puis, je sais que je vais travailler surtout pour les services publics. En vrai, les services publics, ils aiment bien les titres un peu branlettes comme ça, quoi. Donc, Ok, je comprends. Hyper intéressant. Du coup, ça y est, t'es lancé. Donc, tu as le statut d'auto-entrepreneur, micro-entrepreneur, je sais pas le terme exact à l'époque, ça a c'est peut-être évolué auto, entre temps. mais ça a pas beaucoup Et changé, mais. ouais, c'est toujours pareil. Ok. Et tu choisis ce statut parce que par sa simplicité, ou c'est parce que c'est exactement ce qui te convenait à ce moment-là? C'est parce que c'est simple, il y a pas de paperasse. C'est pas la première Ok. fois de ma vie que j'ai voulu monter une boîte, j'avais déjà voulu monter, genre un magasin de jeux vidéo quelques années avant, où j'avais fait toutes les, études de marché, combien ça coûte, quel statut on a, tout ça. Mais, très vite, tu as de la paperasse ou des trucs chiants. L'avantage de l'auto-entreprise, c'est que si tu gagnes 0, ça te coûte 0. C'est un peu moins vrai aujourd'hui, mais il y a 10 ans, en tout cas, c'était complètement le cas. Maintenant, ils ont mis des Ok. conditions, un peu différentes, mais globalement, ça te coûte rien. Alors que si tu montes une société, «normale» entre guillemets, même si tu gagnes 0, bah, faut poser tes comptes, faut certifier tes comptes, faut un comptable. Donc, il te faut un vrai compte pro. Donc, ça va te coûter déjà 2000 ou 3000 balles à l'année. Donc, tu peux pas gagner 0. Autant entreprise, ça a été inventé pour que les gens arrêtent de faire du black, en fait, hein. Ça n'a pas été inventé pour autre chose. Donc, Effectivement. Donc un statut qui peut déclencher certaines vocations finalement en simplifiant toute la paperasse et tout ce qui est peur de ne pas pouvoir payer les différentes taxes liées à l'entrepreneuriat. Donc peut-être une bonne solution pour se lancer en premier. Et ce qui est intéressant, c'est que tu peux finalement devenir auto-entrepreneur et toujours salarié, puisque c'est ce que tu avais finalement mmh, créé. L'un n'est pas incompatible avec l'autre, et du coup ça peut te donner l'envie d'aller plus loin, de laisser peut-être un peu de temps à ta nouvelle entreprise, à ta structure de grandir. Et puis au moment où prend plus de place, peut-être définir si tu as envie de quitter ton CDI pour te donner plus de temps dans la réussite de ton entreprise. Je pense que moi, c'est ça s'est un... fait un peu par hasard, tu vois. On est venu me chercher en me proposant de me payer pour un truc. Mais, si quelqu'un, dit, «J'ai envie de quitter mon boulot pour faire, tel autre métier», effectivement, se monter entrepreneur et bosser sur ce deuxième projet, le soir après le taf ou le week-end, histoire de tester, voir si ça prend. C'est quelque chose qui s'est beaucoup fait depuis et qui se fait toujours, hein.
Ouais, excellent. Et c'est intéressant en soi d'y aller, et ça peut dédramatiser pas mal de choses et nous pousser un petit peu à aller faire ça. Alors c'est cool, ça y est. Alors tu dis que c'est un peu du hasard dans le fait qu'on t'ait payé la première fois Oui, pour. Je vais revenir dessus parce que pour moi le hasard n'existe pas comme la chance parce que à mon sens on la provoque. Parce que à un moment donné, tu me l'as dit, tu crées une association avec les potes qui sont autour de la table, donc tu t'es entouré de personnalités, peut-être les mêmes que toi ou différentes justement, peu importe. Et tu vois, rien que là, tu as choisi ton entourage avec qui tu crées une association. Ensuite, oui. tu me dis, je vais commencer à faire un autre taf et c'est une personne qui m'introduit dans le système et cette personne-là était également quelqu'un de ton entourage. Donc, ce que j'entends, c'est que finalement, bien s'entourer, c'est pas si mal que ça, parce que ça t'ouvre une porte peut-être très très grande ou plus petite dans ton cas peut-être, mais à devenir ton propre entrepreneur. Donc peut-être que les échanges avec d'autres personnes, aller discuter, ça a été pour toi une bonne solution, je pense. Mais effectivement, la chance, ça se provoque. Je te dis que j'ai eu de la chance, mais forcément, si tu fais rien, t'as moins statistiquement, t'auras moins d'opportunités que si tu fais des choses. Donc, il y a un facteur chance. C'est plutôt, je dis que c'est de la chance dans le sens où c'est pas parce que tu le fais que forcément, en conséquence, il va arriver ça. Mais après, si tu fais rien, forcément, il se passera rien. Donc, il y a un facteur chance, mais c'est à toi de l'amorcer d'une façon ou d'une autre. Moi, ça se fait beaucoup par les contacts parce que j'ai le contact assez facile. Pendant un moment, je disais en rigolant, mon boulot, c'est de connaître des gens et pas de faire des trucs. En fait, si je sais faire des trucs, mais en plus, je connais des gens, ce qui est super pratique. Ouais, Et, c'est pratique. et effectivement, moi, ça m'a beaucoup aidé parce que la plupart des opportunités que j'ai eues, elles sont venues par des connaissances que j'avais qui me disent tiens, tu fais ça, est-ce que tu veux pas faire ça? Voilà. Après, on les prend pas. Moi, elles sont arrivées comme ça. Elles peuvent arriver autrement, hein. Ça peut être si on est très actif sur des réseaux en ligne ou des choses comme ça. Moi, je suis plutôt communication organique, on va dire. Moi, de la prospection en ligne, je suis très mauvais. Tu vois, quand il faut démarcher par mail, c'est nul. Par contre, si tu me mets dans un bar avec des gens et puis qui sont entrepreneurs, il y a des chances que je bosse avec eux après, quoi. Ah, excellent. Donc ça s'apprend aussi ou c'est inné, ce façon d'aller chercher le chaland et se dire tiens bonjour, je vous donne ma carte et on peut échanger ensemble. Ah, il y a les Tu, deux. tu, tu- Il y tu a le les deux. travailles quand même. Il y a une base innée et après on se forme. Moi, de base, je suis relativement à l'aise pour communiquer avec les gens. Je me suis formé sur comment on fait pour mieux communiquer quand on tente de se vendre. Je me suis formé sur la prospection en ligne. Après, on voit sur quoi on est compétent et sur tout ce qu'on aime. Moi, je suis nul en prospection à froid, mais peut-être parce que j'aime pas ça en fait. Alors que, Ouais. mais, Et, mais et, et, une tu- et- fois et quand tu parles de formation, c'est des formations que tu as pris qui étaient payantes ou tu t'es auto-formé via YouTube ou je sais quel autre canal de formation? Alors les 2, contrairement à plein de gens, vu que je me suis mis auto-entrepreneur dans les premières vagues, on va dire, j'avais pas trop d'entrepreneurs dans mon entourage. Moi, je viens d'un milieu qui est plutôt ouvrier, où les gens ils signent un CDI et restent à l'usine jusqu'à la fin de leur vie. Donc je me suis pas mal renseigné en ligne, je me suis auto-formé sur plein de ressources. Ça partait un peu dans tous les sens au départ parce que je connaissais pas le milieu, je connaissais pas le marché. Il y a plusieurs choses qui me faisaient envie. Je me suis pas mal renseigné sur comment on fait de la com internet. J'allais faire des sites web, j'ai fini de me former à comment on fait des sites. Bref, l'avantage, c'est que j'avais plein de temps libre parce que j'avais arrêté mon boulot à l'usine. J'avais mon chômage qui tombait tous les mois. Mais vu que j'ai pas encore mes premiers clients ou que j'ai que un ou deux clients, le temps libre, plutôt que de le passer à glander, je vais capitaliser dessus et et essayer de m'auto-former. Après, plus loin dans le temps, arrivé à un certain niveau, je me rends compte qu'il y a un espèce de plafond de verre et du coup, là, je vais prendre des formations payantes pour pouvoir dépasser ces points bloquants. Mais au tout départ, c'est juste, j'ai beaucoup de temps et j'ai un ordinateur avec Internet. C'est déjà une belle ressource pour apprendre plein de choses. Ah, ouais, effectivement, une bonne. Enfin, et on a énormément de ressources sur Internet, donc autant en profiter. Et tu le dis justement, quand t'as pas de clients, c'est peut-être le moment de t'auto-former, de te former pour aller en chercher encore plus, ou en tout cas t'améliorer sur ce que tu sais déjà faire. J'ai eu un épisode, une coach vocale, Magali, qu'on a un épisode, l'épisode 1, c'est le premier que j'ai enregistré, qui expliquait que ben oui, faire du coaching vocal, c'est bien, sa passion c'est la chanson, mais à un moment elle a pas un milliard de clients et puis il faut qu'elle
travaille toujours son outil qui est la voix, donc elle continuait à faire des cours de chant pour continuer à apprendre de nouvelles techniques, à apprendre à gérer sa tonalité, etc., etc. Et ça marche dans tous les corps d'activité. Preuve en est, dans le consulting de jeux vidéo, finalement, tu continues à te former et peut-être qu'aujourd'hui, tu te formes toujours, voire tu formes des autres maintenant. Tu deviens la source d'information et ça, c'est plutôt intéressant. Quand tu commences, donc compliqué, t'as pas forcément beaucoup de clients. Justement, tes premiers clients, tu les trouves comment? Alors, évidemment, on a entendu le premier qui t'a donné tes premiers 400 euros et l'envie de te lancer, mais les autres, parce qu'avec 400 euros, aujourd'hui, on fait pas grand-chose. Les autres, je continue toujours de traîner sur les événements rétro gaming, histoire du jeu vidéo. J'ai un copain qui fait une conférence histoire du jeu vidéo à Dijon et je vais le voir. Il me fait monter sur scène avec lui d'un moment en me disant tiens, tu vas être mon assistant, tu vas traduire pour moi. Et on descend et là il y a 2 bibliothécaires qui viennent et qui me disent bonjour, on a un projet d'expo, est-ce que vous pouvez nous faire une proposition? À l'époque c'était donc avec Douglas Alves qui est historien du jeu vidéo depuis des années. Et une autre asso de rétro gaming dijonnaise s'appelle Replay. Et en fait, on va faire ensemble une expo sur Dijon. Une grosse expo qui va durer 1 mois avec des conférences, des visites d'idées, tout ça. Et c'est un peu la première grosse bibliothèque plus proche de chez moi avec laquelle je vais bosser et qui est un peu la locomotive qui lance souvent des projets avant les autres et qui va lancer bouche à oreille. Et je vais travailler pour eux. Et après, on va m'appeler autour de Dijon, à Saint-Apollinaire, à Chenauve, tous les petits bleds autour. Et puis, au bouche-oreille, ça se développe. Finalement, d'autres grosses villes vont voir ce qu'a fait Dijon, vont m'appeler. Donc, je vais travailler pour Moulins. Et voilà. Donc, en fait, j'ai eu l'opportunité de bosser sur une grosse bibliothèque. Grosse dans le sens, pas au niveau de la taille, mais au niveau de l'activité et de l'énergie. Ils sont toujours très précurseurs sur des tas de choses. Et du coup, j'étais au bon endroit au bon moment. Et après, tous les autres qui veulent prendre le train en route, ils m'appellent. Donc, beaucoup de bouche à oreille sur la partie bibliothèque et médiathèque. Donc du coup, c'est devenu ta carte de visite assez rapidement et c'est plutôt intéressant. Encore une fois, au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes. Donc t'as accepté quelque chose qui était peut-être pas forcément hyper rentable au départ, mais qui t'a ouvert beaucoup de portes à nouveau. C'est cool tout ça parce que finalement, c'est un bon conseil de se dire accepter. Dans l'épisode avec David Mescolini, il nous disait accepter à peu près tout au début, dites oui à tout. Ne vous fermez pas les portes et c'est typiquement ce que tu viens de dire. Alors moi, j'ai pas Je accepté suis allé. tout au début. J'avais un certain nombre de règles pour être sûr de. Quand même. Ouais. En fait, si je quitte mon boulot à l'usine, c'est parce que je m'ennuie. C'est pas parce que je veux gagner plus de thunes. Quand tu te mets à ton compte, il y a 2 grosses optiques. Soit tu veux gagner plein de thunes, soit tu veux du confort de vie. Moi, ce que je voulais, c'était du confort de vie. Je voulais plus faire les postes, je voulais plus avoir de patron potentiellement. Tout ça. Donc en fait, si tu te mets à prendre tous les contrats qui passent, tu vas avoir un contrat qui va arriver, on va te proposer un boulot. C'est un sale boulot, mais on va te dire ouais, mais ça paye bien. Le mec, c'est un gros con, il a un sale boulot, mais il te propose de te faire 3000 balles facilement. Enfin, lui, il te dit 3000 balles facilement, en fait, c'est pas facile. C'est juste le chiant. Et du coup, si tu le prends, le problème, c'est que tu démarres ces contrats-là. Et une fois que tu as signé, que tu as commencé, 3 jours après, il y a un mec qui arrive et qui a un projet qui paye mieux, qui est plus intéressant et qui est ce que tu kiffes et tu pourras pas le faire parce que tu t'es engagé ailleurs. Donc en fait, moi, dès le départ, je me suis mis en contrainte de si c'est juste pour le pognon, je retourne faire un vrai métier. C'est pas la peine d'être à mon compte si je suis obligé d'accepter des boulots de merde et surtout de travailler avec des gros cons. L'un de mes grands luxes aujourd'hui, c'est de continuer à choisir mes clients. Et c'est quelque chose qui est difficile au début parce qu'on va refuser des contrats. Et c'est quand on n'a pas beaucoup de clients, refuser des contrats, c'est un peu on culpabilise, qu'est-ce que je suis en train de faire, mon Dieu, tu te tires des balles dans le pied. Et sur le long terme, par contre, c'est ultra positif. La fameuse bibliothèque de Dijon, je travaille toujours avec eux. C'est dans mes clients les plus fidèles et en termes de confiance de travail, on fait de la paperasse parce que c'est un service public, mais Magali a juste à me téléphoner, elle me dit j'ai un projet, j'ai envie d'essayer ça, est-ce qu'on essaye tous les deux? Oui, c'est oui. Il y a un côté, c'est l'aventure, on va toujours faire des trucs trop cool. Voilà. Alors que d'autres clients venaient, te font des belles promesses, te promettent de l'argent, mais moi, j'ai pas signé ça pour l'argent. J'ai signé pour le confort. Et ça, dès le début, tu te le mets en ligne de mire où le confort, le fun, le kiff est ton leitmotiv et tu ne te prends pas la tête avec des choses que tu n'apprécies pas. Non, en fait, on m'a proposé un contrat précis et c'est là qu'a été un peu le déclic de dire ah bah non, je vais pas faire ça. C'est un contact qui était un de mes clients sur du numérique
là, qui me faisait venir en animation numérique, qui voit que je suis à l'aise avec les outils et qui venait de racheter une maison d'édition et qui devait refaire la mise en page de tous les bouquins. Et en gros, il me dit, bah voilà, tu vois, t'ouvres InDesign, tu refais la mise en page comme ça, la marge, voilà. Et donc, c'est un boulot de mise en forme, mais il y a, je sais pas, 200 bouquins à faire. Ah. Et il me propose effectivement une grosse somme d'argent en disant, bah ça, en fait, on cherche un sous-traitant pour le faire. Par contre, je veux que ça soit bien fait. Donc, je suis prêt à mettre du pognon. Toi, tu sais le faire. Est-ce que ça t'intéresse pas? Et là, je me dis, je vais passer des semaines à faire le même boulot répétitif pour du pognon. Bah, du coup, quand j'étais à l'usine, bah, c'était pareil. Donc, pourquoi je le ferais là? J'ai pas arrêté pour ça. Sinon, bah, je retourne faire ça et j'aurai la sécurité en plus. Parce que là, j'ai pas la sécurité, j'ai pas. Du coup, je lui dis non. Le client comprend pas du tout. Je lui explique plusieurs fois. Je dis non, mais en fait, ça m'intéresse pas de faire un boulot qui me plaît pas. Non, mais il y a des sous. Oui, il y a peut-être des sous, mais c'est pas les sous qui m'intéressent. C'est c'est le reste. Et depuis ce truc-là, ça arrivait plusieurs fois que je me dise ah non. Et même récemment, on m'a proposé des contrats qui étaient moins ce qui m'allait. Ça correspondait pas à mes valeurs. Mais vu que je me suis formé dessus, enfin que je me suis formé depuis, j'ai appris à gérer ces trucs-là et voire parfois à transformer des projets qui me plaisent pas en projets qui me plaisent. Ah ouais, intéressant. Et comment on fait ça? On change, on explique que le cahier des charges, il est pas bien fait et que tu refais. Enfin, c'est étonnant de dire au client, ça me plaît pas, mais je vais je vais faire en sorte que ça me plaise. Il y a une astuce pour ça? Bah, en fait, on me contacte pour un contrat d'un truc qui me plaît pas, mais c'est lié aux jeux vidéo et du coup, c'est un autre prestataire avec qui j'ai bossé il y a longtemps qui dit Gaëtan, à un moment de chez vous, il y avait lui. Et je vois que ça me plaît pas comme animation. On me demande d'aller faire un tournoi sur un jeu qui me plaît pas, que je connais pas. Vraiment, j'ai pas envie d'y aller, quoi. Mais la cliente me propose un appel pour qu'on en discute. C'est là où il faut se forcer un peu, c'est de dire ok, j'y vais. Mais j'y vais pas pour dire non, c'est nul ou quoi que ce soit. Le but de l'appel, c'est d'identifier c'est quoi le besoin du client. Et donc, en discutant avec le client, je me rends compte que son besoin, c'est pas précisément de jouer à ce jeu-là et un tournoi sur ce jeu-là, c'est de dire, j'arrive pas à attirer tel public dans mon événement. Et du coup, bah, ce jeu-là, on sait que ça marche pour eux. Donc, je lui dis, OK, je réfléchis, je dois lui faire un devis. Et donc, plutôt que de faire un devis, j'ai réfléchi à son besoin. Je me suis dit, mais moi, je connais plein d'autres façons d'attirer son public. Donc, je vais lui faire un devis sur ce qu'elle m'a demandé précisément, en disant, bah voilà, un devis pour ça, ça, ça. Mais si tu veux, je pense que ça marche, ça marche, ça marche. Je t'ai fait 3 autres devis et, tu prends en un autre si ça te plaît, quoi. Et finalement, elle a pris le projet qui me plaisait le plus, qui va correspondre en théorie à son besoin et qui est même en plus vendu plus cher que le produit d'origine. Comme quoi, faut pas s'arrêter à la première demande, faut pousser un petit peu, faut mettre en avant ton expertise puisque finalement tu lui dis: «Je pense que ce qui est mieux pour toi, c'est pas ça, c'est ça» et finalement vous y trouvez tous votre compte. Toi, tu es mieux payé, tu t'épanouis, dans l'activité, j'allais dire, dans le taf à ce moment-là et puis, je sais pas si c'est déjà passé, mais au final, ça a bien marché? C'est pas encore passé, Ah mais bon, bientôt. tu Mais nous c'est diras si ça a bien marché, mais Mais j'ai j'ai pas de pas doute, tu vois. C'est là, je vois que j'ai envie d'y aller. Avant, je me disais, oh non. Là, je vois le truc. J'ai hâte de le préparer. J'ai hâte d'y aller. Je suis persuadé que ça va correspondre aux besoins. Et le truc, c'est que à ce moment-là, faut pas avoir une position de vendeur de tapis, comme on va vous dire tout ce que tu apprends en formation vente forcée et tout. Non, non. La grande difficulté, c'est d'identifier le besoin de ton client. Des fois, il sait le formuler. Il va te dire, j'ai besoin de ça. Et des fois, le client sait pas le formuler. Il croit qu'il a besoin d'un truc, et toi, tu vas comprendre qu'en fait, non. Il croit que c'est ça la bonne réponse, mais son vrai problème, c'est ça. Il faut que tu répondes à son problème. Le but, en tant que consultant, et pas, tu vois, j'ai pas des services tout près. Mon but, c'est de faire des services adaptés. C'est d'identifier c'est quoi le problème de mon client et de pouvoir au mieux y répondre. OK. Donc une recherche de besoin, encore un truc à bien travailler finalement. Et on l'apprend quand même dans les écoles, la recherche de besoin, enfin en tout cas je l'espère dans les écoles de commerce. En tout cas j'espère qu'on le fait. Et t'as des trucs aussi pour bien définir le besoin d'une personne? T'as des typologies de questions à poser? Comment on recherche le besoin de quelqu'un? Tu vois, je veux me lancer dedans, je me dis mais comment je sais pas moi, je veux vendre des stylos. Comment d'un seul coup, je vais aller rechercher le besoin de la personne. Est-ce que tu as un truc à me donner? Bah ça va dépendre de ton expertise dans ton domaine. La mienne, c'est que vu que je joue beaucoup aux jeux vidéo, tu vois, genre sur Xbox, j'ai joué à plus de 500 jeux, rien que sur Xbox, puis j'ai d'autres consoles. Mais j'arrive assez vite à identifier quel type de jeu correspond à quel type de joueur. Si tu me dis que tu fais un événement, je sais pas, tu fais un événement familial, t'aimerais que les parents ils aient leurs enfants pour venir jouer et tout, tu vois, spontanément, je vais dire, bah, vous mettez un Mario Kart, c'est pas compliqué.
Après, si Mmh. tu me dis, bah, on vise tel public, on vise des non-joueurs, voilà, on vise des grands-mères qui aiment pas le jeu vidéo. Bon, bah, attendez, je vais vous montrer des jeux qui ressemblent pas à du jeu vidéo et qui sont une bonne porte d'entrée. Donc ça, c'est mon expertise, c'est que j'ai une bonne connaissance de tous les jeux, de beaucoup de jeux qui existent, pas tous, parce qu'il y en a trop. Et je sais estimer quel jeu devrait plaire à quelle personne. Et donc, quand un client me dit, bah, mon besoin, c'est d'avoir telle animation, je vais très vite rebondir sur, non, votre besoin, c'est quel type de public? En fait, est-ce que vous faites une animation qui est pour les adultes? Est-ce que vous faites une animation qui est pour les enfants? Est-ce que vous faites une animation intergénérationnelle? Mais ça, c'est la spécificité de quand je fais de l'animation. C'est pas, c'est des questions que je pose pas, par exemple, quand je fais du consulting pour un studio, parce qu'ils ont pas les mêmes Mes besoins. problématiques. Ouais, donc le conseil, devenir un expert dans votre activité finalement, euh, hein, c'est très simple. Si vous voulez vous lancer, il faut au moins connaître votre produit final. Alors le produit, ça peut être toi, ça peut être ton savoir, ça peut être tellement de choses que c'est hyper important. Donc bien une bonne idée. Alors ok, super. Ta passion, t'es jeune, tu joues à des jeux vidéo, t'en as marre de travailler, tu te lances dans le consulting, dans le jeu vidéo. Ok, est-ce que ta passion devient pas un métier et du coup un peu chiant? Alors, quand je fais de l'animation, tu es vraiment segmenté au niveau du temps. Tu vois, je pars en animation, je suis pas chez moi. Il y a une séparation géographique déjà. Et puis quand je suis à la maison, j'avais un petit bureau et du coup, le fait d'avoir une séparation physique, ça aide aussi. C'est-à-dire, j'ai une pièce là, tu vois, je suis dans mon bureau. Mon bureau, j'y viens que pour travailler. Et du coup, si je joue, quand je joue pour moi, je joue dans mon salle. Très Ok. rare que je joue sur cet ordinateur-là. La séparation physique, c'est un truc qui est assez important. Juste avoir un coin de bureau, ça peut suffire parfois. Et tu as plein de méthodologies et de trucs que tu peux apprendre en t'en formant qui te permettent de séparer ta vie perso de ta vie pro. Et ça, quel que soit le domaine. Moi, j'ai un métier passion, donc c'est un peu plus compliqué. J'ai l'avantage de pouvoir faire la différence entre quand je travaille sur un jeu pour lequel je bosse et quand je joue à un jeu. Je fais la différence entre les deux, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et quand c'est pas votre cas, bah là, dans ce cas-là, il faut développer des nouveaux loisirs qui n'ont rien à voir. Je me suis remis à la photo, par exemple, qui était un loisir que j'avais arrêté il y a quelques années, en me disant, il me faut un nouveau loisir qui n'a rien à voir avec du jeu vidéo. Je me suis remis à jouer aux cartes Magic parce que je voulais un loisir qui n'est pas du jeu vidéo et qui permet de sociabiliser. Parce que la photo, je fais ça tout seul dans mon coin. Ouais. Le danger, c'est vu que je suis entrepreneur et que j'aime bien faire des trucs, bah, à force de faire de la photo, maintenant, on me propose de me payer pour prendre des photos à un mariage, à un anniversaire. Donc, je le fais, mais tu vois, ça commence à glisser sur le travail. Et là, je dis, OK, je le fais que pour les gens que je connais. C'est hors de question de le faire pour les gens que je connais pas. Et c'était de l'argent de poche. En gros, l'argent qu'ils me donne un mariage ou un anniversaire, ça sert à m'acheter du meilleur matos pour la photo pour que je puisse continuer. Mais c'est histoire de me faire un loisir qui me coûte zéro et que je peux améliorer plus que de gagner de l'argent. Ok, ouais, donc tu te crées de nouveaux loisirs, tu sépares ta vie pro-perso avec physiquement une pièce supplémentaire. Je me dirais, même si c'est la même pièce, histoire de dire peut-être que tu as un accès différent depuis l'extérieur, tu sors de la maison, tu mets tes chaussures, ton manteau, tu sors, tu rentres, tu mets la clé dans la porte, tu ouvres la porte, tu rentres dedans, tu enlèves ton manteau, t'enlèves tes chaussures, ouais, non, t'enlèves pas tes chaussures quand tu vas travailler, t'enlèves ton manteau et là tu pointes pour ton travail qui est différent. Donc, ce qui est plutôt intéressant parce que intellectuellement, tu fais une coupure en franchissant toi une porte peut-être, ou en allant voir des clients et intervenir sur des salons ou je ne sais quoi. Et ça, c'est hyper important, je pense effectivement, de bien faire cette coupure. J'ai beaucoup de personnes qui malheureusement travaillent sur leur bureau, qui est dans la pièce principale et qui se font déborder mentalement parlant par leur travail, se faire manger totalement, c'est dur à gérer. Hein. Alors moi j'ai eu des tips d'entrepreneurs. Alors j'écoute beaucoup de podcasts entrepreneurs et du coup je collecte un peu les tips. Et là il y en a une qui marche bien pour ça. Moi j'ai l'avantage d'habiter à la campagne, tu vois, j'ai un grand appart, j'ai une pièce dédiée, voilà. Et même il y a pas si longtemps j'avais pas une pièce dédiée, j'avais juste un gros bureau dans un coin. Mais c'était déjà séparé. Si tu habites à un appart parisien ou que tu es étudiant, t'as pas forcément les moyens d'avoir un truc séparé. Tu peux avoir du matériel séparé parfois. Tu peux avoir un ordinateur qui te sert à bosser et tu peux avoir un ordinateur qui te sert à jouer. Par exemple, mon Chromebook ne me sert qu'à travailler. Ok. C'est du coup, si je suis sur mon Chromebook, je sais que je travaille. Si je suis sur mon PC, je peux faire potentiellement d'autres trucs. Et si jamais tu utilises le même ordinateur, il y a une combine qui consiste à te dire d'avoir une espèce de phrase de fin de journée. C'est-à-dire, tu vas dire une phrase et à partir du moment où tu dis cette phrase à haute voix, tu t'interdis de retravailler. Donc, tu vas fermer ton ordinateur et tu dis, par exemple, bah, c'est tout pour aujourd'hui. À partir du moment où tu as dit c'est tout pour aujourd'hui,
même si tu reçois un mail, même si tu reçois une notif, quoi que ce soit, bah non, tu t'auto-interdis d'y bosser parce que tu avais décidé que le reste de la journée, tu l'attribuais à ta vie privée, donc à ta famille, au ton couple, ou tes loisirs, tu fais ce que tu veux. Mais, mais ça te permet au moins d'être sûr de pas revenir tout le temps, ce qui fait que sinon tu vas passer ton temps à travailler et que tu seras plus productif parce qu'en fait, si tu travailles tout le temps, ton cerveau se repose jamais et tu travailles pas de là. OK. Ouais, donc c'est une bonne idée. J'irais même plus loin, coupe, tes réseaux, crée des réseaux séparés, un numéro de téléphone séparé. Maintenant, on peut mettre dans un téléphone 2 cartes SIM différentes, donc c'est assez facile de couper le réseau et la phrase de fin de journée, ça me rappelle, c'est Mesmer. Tu connais Mesmer, j'imagine de nom, le mentaliste, qui fait de la scène, qui expliquait que pour arrêter de fumer, il suffisait de se dire à chaque fois qu'on prend une cigarette: «Je n'en ai pas besoin» et au bout d'un mois, normalement, ton cerveau est ainsi fait pour te dire, bah non, t'en as plus besoin et du coup, tu n'auras même plus l'envie d'aller chercher cette cigarette. Et il explique que bah, ça se fait tout seul, c'est ton cerveau qui est fabriqué comme ça. Tu vois, ta technique, elle marche partout, Gaëtan, c'est génial. Donc, top, je prends. Alors moi, j'ai la chance de pouvoir séparer toutes mes vies, j'en ai plusieurs comme toi, mais ça reste toujours hyper intéressant. Moi, j'ai par exemple sur mon téléphone, j'utilise la même ligne pour tout le monde, sauf que j'ai des numéros que j'accepte de recevoir dans des temps à partir dans la journée, c'est-à-dire que à partir d'un certain temps, une certaine heure de la journée, tu peux m'appeler si tu n'es pas dans ma whitelist. Mon téléphone ne sonnera pas. Donc au mieux, tu tombes sur mon répondeur. Et si tu es dans ma whitelist, ok, tu peux m'appeler à 3 heures du matin, c'est pas grave. C'est parce que je sais que j'ai envie d'échanger avec toi. Et si tu m'appelles, c'est que c'est important. Bah là, ça Pour... demande quand même un certain nombre de compétences techniques, on va dire. Ouais, Alors que les téléphones la sont phrase, limités. tu vois, si j'ai n'importe quoi, t'es menuisier, t'y connais rien en informatique, tu vas juste sur ton ordi une fois de temps en temps. Parce que ce que je te dis avec l'ordinateur, ça marche avec un outil. T'es Bien menuisier, sûr, ouais. tu poses ton marteau et tu peux dire c'est tout pour aujourd'hui et t'as interdiction de retoucher ton marteau. Ok. Ouais, mais effectivement. Non, mais un bon tip, ça prend, je le prends, je le note, je le rajouterai un peu partout. C'est vraiment top. Donc, tu gères ton équilibre. Donc, tu n'es pas passé de 35 heures à 90 heures de travail par semaine, hein, rassure-moi. Pas du tout. Moi, 35 heures, c'est oula, loin, loin. Je ne fais absolument pas 35 heures par semaine. J'en fais beaucoup moins. Parce qu'étant donné que je me suis formé en plein de trucs sur la productivité, sur des méthodes de travail, j'adore les bouquins de productivité, j'adore les podcasts d'entrepreneuriat. Et en fait, quand tu accumules tout, tu vas réduire la friction de 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là, 10 minutes par-ci. Et en fait, au bout d'un moment, tu deviens super productif, au sens où productif, ça veut pas dire produire plus, ça veut dire produire mieux. Donc, moi, le but d'être productif, c'est pas de faire des semaines de 70 heures pour être pété de pognon. C'est que si je me mets à travailler 3 heures, je vais faire en 3 heures ce que certains font en 8 ou 10. Parce que je suis concentré, que j'ai une méthode de travail très particulière, ce qui fait que bah, grâce à ça, je travaille pas du tout 35 heures. Moi, une grosse journée de travail, c'est 3 heures. C'est bien, c'est bien. Et cette méthode, est-ce qu'elle est scalable? Est-ce que moi, si tu me la donnes, je peux l'adapter à mon métier? C'est une espèce de trousse à outils de plein de méthodes. Du coup, je peux te coacher et te dire, bah tiens, essaye ça, essaye ça, essaye ça. Il y a des bouquins que j'ai tendance à recommander à tout le monde. Par exemple, toute mon organisation, elle est basée sur une méthode qui s'appelle la méthode GTD, qui a été inventée par un mec il y a très très longtemps, qui s'appelle David Allen. Et le bouquin en français, il s'appelle S'organiser pour réussir. Ok. Et l'intérêt, c'est que c'est un travail qui est basé pas sur un outil, mais sur une méthode. Je vais pas vous dire installe tel logiciel ou fais tel truc. Sa méthode, à la base, elle marche avec du papier et des stylos. Aujourd'hui, il y a des Ah, logiciels pour l'implémenter encore mieux, mais c'est une méthode de cerveau externe qui permet en fait de pas avoir de boucle ouverte où tu es en train de mouliner sur des trucs, mais d'avoir de toute façon structuré, simplement, sans que ça te prenne la tête pendant 18 heures, quoi. Et une fois que tu as ça, bah, ton cerveau il se sent libre parce qu'il sait que ok, tout est dans la machine et la machine elle tourne toute seule, et donc ça va bien se régler. Et bah, pourtant c'est con, c'est une méthode où il y a juste 5 listes et un calendrier, il faut rien d'autre, hein. Et une fois que tu as ça, bah, tu gagnes en productivité parce que quand tu bosses, t'es pas en train de te poser la question de est-ce que je bosse sur la bonne chose, parce que grâce à ces méthodes, tu sais que tu es en train de bosser à ce moment-là sur le mieux à faire pour toi, et du coup, bah, ton cerveau il est concentré sur ce que tu fais. d'accord. Donc, c'est le livre qu'on devrait peut-être tous lire à un moment donné avant de devenir entrepreneur pour pas se submerger, partir dans tous les sens. Donc, je pense que je vais le rajouter évidemment dans les notes de l'émission hein, pour C'est que tout le monde utilisable même puisse en si tu es en profiter. entreprise, hein. Si tu travailles dans Ouais. une entreprise ou que tu as un peu un rôle où c'est toi qui manages, t'es directeur de quelque chose, la méthode, elle peut complètement s'implémenter. Ça sert même sur ta vie privée. C'est vraiment une méthode d'organisation qui est globale et surtout, bah, c'est une méthode, c'est pas un outil.
Et quand tu lis le bouquin la première fois, il te dit même, t'inquiète pas, je vais t'envoyer trop d'infos, essaie pas de tout implémenter d'un coup, tu fais ce que tu peux, puis dans 2 ans, tu relis le bouquin. Là, je suis en train de le relire parce qu'il y a un an, je l'avais implémenté. Et là, du coup, je remets on va dire, les notions fines dans le système. Mais c'est très efficace pour pouvoir te libérer parce qu'en fait, quand tu travailles tout seul et que tu es entrepreneur, ton principal ennemi, c'est ton cerveau parce que tu es pété de biais humains et qu'il va falloir que tu combattes et que tu connais pas forcément. Du coup, se renseigner déjà sur tous les biais, ça aide beaucoup. Et c'est un problème qui est très différent de quand on est en entreprise où le boulot, c'est comment je communique avec les autres. Tu vois. C'est pas Ouais, là, tu communiques avec toi-même, c'est pas toujours simple de s'entendre tout seul déjà, c'est très, très compliqué. Donc là, c'est un investissement hyper intéressant. Un livre, ça coûte, allez, 10, 15, 20 balles maximum, Mhm. peut-être 25, et tu le reprends au fur et à mesure de ton évolution interne, et tu le lis différemment finalement, à chaque fois que tu le relis. Alors pour certains, peut-être que l'audiobook, ça serait peut-être encore mieux pour certains. J'imagine que tu peux déjà l'écouter. Sauf si évidemment il y a des dessins, c'est plus compliqué, mais tu peux déjà l'écouter. Ça peut te donner des pistes hyper intéressantes pour structurer ton travail. Euh, Au-delà des livres, est-ce que tu as des formations que tu as eues, que tu as fait, qui t'ont vraiment aidé et porté? J'ai pris plusieurs formations. J'en ai pris une qui était justement sur comment s'organiser quand on est freelance. Une sur une méthode d'organisation qui est très particulière, qui avait été inventée par le formateur. Et une sur du copywriting, c'est-à-dire comment on écrit des pages de vente persuasives, parce que quand on est auto-entrepreneur, il faut déjà avoir une compétence personnelle, la mienne c'est le jeu vidéo, mais se vendre est une compétence qu'il va falloir développer en plus. Et je sais très bien me vendre oralement, mais je savais pas très bien me vendre à l'écrit. Du coup, l'idée de cette formation, c'était de dire, je vais m'améliorer là-dessus pour optimiser mon site internet et mes pages de vente pour que je sois plus crédible et que les gens aient envie de travailler avec moi. D'accord, donc créer un site web, c'est important, enfin en tout cas ça l'est pour toi. Et bien écrire, bien rédiger, bien apporter les réponses aux questions qu'on pourrait se poser, plaire aux moteurs de recherche, j'imagine également, pour que les gens puissent venir te voir, donc un SEO bien fait. Euh, Se vendre, c'est pas toujours très simple. On a une idée, on sait qu'on a envie de faire un produit, un projet. euh, on est meilleur, on est peut-être le meilleur qui existe sur le marché, mais si on n'arrive pas à se mettre en valeur, les gens vont aller voir quelqu'un de moins bon qui lui est meilleur dans la vente. Donc ouais, c'est un bon compromis. Allez vous former sur de la vente personnelle, parce que oui, vous pouvez être le meilleur, mais si le meilleur il sait pas se vendre, eh ben, il restera chez lui dans son garage et il ne créerait pas un super téléphone ou un système d'exploitation. Ça c'est sûr. D'ailleurs, Steve Jobs n'était pas un bon informaticien, même s'il était pas mauvais. Il était un super communicant, quelqu'un qui savait vendre des produits, et c'est comme ça que la marque a explosé d'ailleurs grâce à lui. Génial. Donc j'achète un bouquin, je me fais quelques formations. Il y a d'autres choses il y aurait des conseils, genre 3, 4 conseils, 2, 3, hein, peu importe, que tu pourrais donner à un jeune ou à un moins jeune qui voudrait aujourd'hui se lancer dans l'entrepreneuriat. Alors soit dans le jeu vidéo évidemment, parce que tu nous fais rêver, hein. Enfin, pour tous ceux qui aiment le jeu vidéo, c'est le job de rêve, hein. C'est jouer toute la journée. On imagine ça, hein. Moi, tu me dis tu joues toute la journée, je sais pas si j'aimerais finalement, mais plus jeune, je t'aurais dit je signe tout de suite. Où est-ce que je signe? Tout le monde voulait être dans mon entourage testeur de jeux vidéo sans connaître les tenants et les aboutissants. Nous, tout ce qu'on voulait, c'est jouer, faire des scores, aller d'un point A à un point B, et puis c'est tout. Mais quels seraient toi les conseils que tu pourrais donner pour se lancer? Alors, il y a 2 conseils. Il y en a un pour se lancer, j'en ai un autre qui est un peu après. Je vais commencer par celui après. C'est qu'une fois qu'on a une boîte qui tourne, il faut essayer de prendre du recul et des sécurités, ça se travaille, mais pas hésiter à se diversifier parce que mettre tous ses œufs dans le même panier, forcément, c'est pas ouf. Moi, j'étais bien placé en bibliothèque, médiathèque, comme je t'expliquais. Et puis, vu que j'étais journaliste jeux vidéo à côté, à force de voir des studios et de leur dire bah c'est con, votre jeu, vous auriez dû changer de boss, vous auriez dû faire ça, vous auriez dû faire ça, et qu'ils me répondent bah oui, personne nous l'a dit. Je me suis mis à faire du consulting, c'est-à-dire je vais leur dire avant que le jeu sorte. Et en gros, aujourd'hui, j'ai une partie animation qui est tout ce qui est médiathèque, bibliothèque, et j'ai une partie consulting où les studios m'envoient des prototypes, j'y joue, je leur fais un retour et après ils corrigent en fonction de ce que j'ai dit. Ah, c'est top ça. L'intérêt, c'est que c'est pas du tout le même marché, c'est même presque un deuxième métier, tu vois. C'est pas le métier du tout. Mais vu que c'est pas la même clientèle, bah, quand le Covid est arrivé et que toutes les animations ont été suspendues, bah, j'ai pu continuer à travailler en faisant plus de consulting.
Là, l'industrie du jeu vidéo est un peu en crise. Donc, j'ai moins de consulting parce que les clients ont moins de thunes là-dedans. Mais à ce moment-là, bah, l'animation, elle remonte. Et du coup, j'ai une copine avec qui on appelle ça faire le poulpe. Tu vois, t'as 8 bras, t'as plein de petites activités différentes. Et puis, bah, s'il y a un bras qui est malade, bah, t'en prends un autre. Ah, c'est génial. Ouais, effectivement, se diversifier tout en restant dans ton cœur d'activité, puisque finalement, le cœur, c'est le jeu vidéo et tu l'exprimes différemment. Donc, dans plein d'activités, effectivement, on peut faire beaucoup de choses. J'ai en tête un coiffeur. Il peut être coiffeur de particulier ou de professionnel sur des shootings ou dans le cinéma ou, enfin, il y a tellement d'univers différents Bah, où puis il si peut t'es devenir coiffeur, professeur. tu peux être prof au CFA du coin Bien sûr. en parallèle de ta boîte. Tu vois, genre ton salon, il est pas ouvert le lundi, mardi parce que t'es à l'école. Et puis le reste du temps, bah, tu fais coiffeur. Ce qui fait que si l'école te lâche, bah, t'as toujours ton salon. Si le salon faiblit un peu, t'as toujours l'école. Donc L'école. l'idée, c'est pas de se diversifier en disant on part dans tous les sens, mais c'est plus de diversifier les sources de revenus sur des choses différentes pour se sécuriser. Parce qu'avoir une boîte qui tourne, c'est pas un problème. Avoir une boîte qui tourne sur le long terme, ça, c'en est un. Et cette vision, on l'a pas au départ, parce qu'au départ, on veut juste faire au moins un truc qui marche. Et quand on a un truc qui marche, on est content. Ouais, je Et suis ensuite, on d'accord. peut le faire marcher mieux. Et une fois qu'il marche mieux, bah, c'est là où peut-être faut lancer un deuxième, puis un troisième. Puis... Ok, donc de bonnes idées, peut-être s'entourer à ce moment de. Alors toi, tu travailles toujours, tu es seul dans ta structure, tu t'accompagnes d'autres personnes peut-être, mais au pire, tu peux te dire, bah ça y est, je vais m'accompagner d'autres freelances qui vont travailler avec moi sur des événements et peut-être te créer. D'ailleurs, ça me pose une question quand tu es solopreneur, hein, puisque tu es seul sur ton écran à faire tes formations, à faire ton consulting. Enfin, après, tu te déplaces évidemment, et là, c'est sympa. Mais quand on est seul avec son cerveau, à un moment, on pète pas un câble. Comment on fait pour se dire, moi, ce que j'aime dans mon métier, et c'est pour ça que je le garde aujourd'hui, c'est que j'ai des collègues à qui parler du même projet que moi, du même métier. On parle de la même chose, on rigole des mêmes bêtises, d'un outil qui marche pas, ou d'une technique qu'on nous a appris qui nous fait sourire. Toi, vers qui tu te tournes quand tu as besoin de parler de ton métier? Alors moi, vu que je suis entrepreneur depuis longtemps, j'ai donné envie à d'autres d'être entrepreneurs, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des entrepreneurs dans mon entourage. Et donc, on peut avoir ces blagues sur j'ai un client qui me fait ça, tiens, il m'arrive ça. Mais surtout, côté jeux vidéo, bah, il y a l'industrie du jeu vidéo. Et donc, mes copains de l'industrie, ils sont pas freelance, mais on bosse dans le même milieu. Je peux rigoler avec des copains qui bossent chez des éditeurs, avec des copains qui bossent dans des studios. Et finalement, j'ai quand même des interactions sociales. C'est juste qu'elles sont pas, elles sont pas autour de chez moi pour le jeu vidéo. Et mais il y a quand même enfin, même si on est solopreneur, on évolue dans une industrie. Et de toute façon, vu que c'est souvent enfin moi en tout cas, c'est le réseautage qui fait que j'arrive à souvent trouver des clients et bosser. Bah, c'est aussi avec le réseautage que je sociabilise. Ok, ouais. Et donc, tu te fais pas comme me disait Magali dans l'épisode 1, des e-pauses avec des collègues qui font le même métier que toi. Et à un moment, à 16 heures, vous vous mettez en visio et vous échangez, vous rigolez, vous parlez, vous faites votre pause café, mais en visio? Pas du Non? tout, parce que Ou moi, tu sais, je suis un gros hippie, j'ai pas d'horaire de travail. Ouais. Moi, je me lève le matin, j'ai pas de réveil. Je sais qu'il y a des entrepreneurs qui ont besoin d'avoir un rythme, voir un lieu. Moi, je travaille de chez moi, j'ai un copain, il loue des bureaux parce qu'il a besoin d'avoir une vraie séparation et des horaires. Donc, toujours, il se lève, il va à son bureau qui est à 2 pâtés de maison de chez lui. Il travaille de telle heure à telle heure et après, il arrête. Moi, je me lève, j'ai envie de bosser, je bosse, j'ai pas envie de bosser, je bosse pas. Du coup, faire la pause café pour m'entretenir avec les autres, ça voudrait dire que j'ai des horaires. Et c'est pas du tout mon mode de vie. Donc, non, par contre, je suis très facilement joignable sur tous les réseaux que tu veux. Si tu veux, j'ai Telegram, Instagram, Signal, WhatsApp, Snapchat. Enfin, quand tu me dis que tu veux parler avec moi, je te dis tu prends le canal que tu veux. Moi, il y a tout dans le téléphone. Hein. Ça prend une place monstre, mais il y a tout dans le téléphone. Et selon le canal et qui c'est, je vais faire ça. Si je fais une pause, en fait, je vais plutôt faire une pause sans écran. Je vais aller me promener avec mon chien dans les vignes ou dans les bois. Parce que vu que j'ai un travail qui a beaucoup d'écran et ordinateur et jeux vidéo, j'aime bien faire des pauses qui n'ont pas d'écran. Ok, oui, normal. Normal. Ok, cool. Bon, ben déjà, on voit vachement plus clair. Je sais où je veux aller si je veux faire la même chose que toi. Je sais que ma passion peut m'amener à un métier finalement, et ça, c'est hyper intéressant de se dire que si je suis passionné, si je suis un expert dans mon domaine, je peux peut-être en faire un métier. Maintenant, si on arrive, on touche bientôt à la fin de l'épisode, mais j'ai encore deux, trois questions à te poser, Gaëtan, t'inquiète pas. Si on voulait parler au Gaëtan d'il y a 10, 12, 13, 14 ans avant qu'il se lance, qu'est-ce que toi, tu pourrais lui dire à ce petit Gaëtan? Je pense que je lui dirais de tester plus vite.
J'ai mis longtemps en fait à tester un peu je me mets à mon compte, je teste l'animation, puis j'ai piétiné un moment. Là, je te dis que je fais du consulting pour les studios. J'ai mis plusieurs mois avant de me décider, de me dire bon, allez, j'y vais. En fait, tu peux essayer des trucs, après ça marche ou ça marche pas. J'ai essayé plein de choses, des choses qui n'ont pas marché. Mais même dans les choses qui marchent pas, tu apprends beaucoup parce que tu vas comprendre pourquoi elles marchent pas. Est-ce que c'est parce que t'es pas bon là-dessus? Est-ce que parce que le marché est pas bon là-dessus? Et en fait, là, je me dirais qu'il faut aller plus vite. C'est ce que je me dis aujourd'hui à moi. Tu vois, par exemple, cette année, je lance 12 nouveaux produits ou services. C'est Et je vais énorme. toujours garder 12, mais je lance 12 produits en test, tu préfères. Je fais le minimum pour le tester, voir si ça prend. Et je vais garder ceux qui prennent et qui me plaisent le plus pour les développer. Parce que si je les teste un par un, t'en testes un par an et qui marche pas, bah t'avances pas vite. Moi, le but, c'est pas d'avancer pour me faire plus de thunes, mais c'est de faire plus de trucs cool qui m'intéressent. Donc j'ai besoin de tester plus vite. C'est pour ça aussi que je prends des stagiaires cette année, parce que du coup, je peux leur transmettre mon savoir pour ceux qui veulent devenir freelance plus tard, parce que l'école ne forme pas à ça. Et en parallèle, eux, ils me permettent d'avancer plus vite sur plein de projets. Là, je travaille avec une illustratrice, par exemple, pour faire du coloriage un peu interactif sur le thème du jeu vidéo, mais qui soit pas du fan art ou voilà, qui soit libre de droit, en fait, pour que je puisse le vendre légalement. Et tu vois, je pourrais le faire, j'ai un bac à appliqué, mais du coup, prendre une stagiaire illustratrice, je vais beaucoup plus vite parce que c'est elle qui fait le plus gros du boulot. Moi, je lui fais des retours, on en discute à deux, et ça me permet de sortir en un mois un produit complet que moi, j'aurais mis 6 mois à développer si j'avais fait tout seul, quoi. Ouais, donc du coup, lancer des projets, regarder ce qui marche pas et pas s'arrêter sur ce qui marche pas. Au contraire, c'est une expérience supplémentaire que tu rajoutes dans ton carquois. Quand tu voudras tirer une flèche, tu auras ce qu'il faut la prochaine fois. Donc c'est génial, non? Mais cool, cool. 12 projets, ça fait un par mois cette année, c'est ça? Que ça, c'est l'idée. C'est ouais, top. Impatient de voir tout ça. Euh, on arrive à la fin, Gaëtan. Avant de te quitter, déjà, où est-ce qu'on peut te rejoindre? Où est-ce qu'on peut échanger avec toi? Même si tu m'en as déjà dit que tu étais un peu disponible sur tous les canaux, mais il faut encore te trouver pour pouvoir discuter avec toi. Est-ce qu'il y a un endroit où que tu privilégies en fonction du type de demande qu'on peut te faire? LinkedIn, qui est réseau social professionnel. Ok. Donc je mets le lien de ton LinkedIn dans les notes de l'émission. Et du coup, tu la vois venir cette question, hein, maintenant tu le sais. Du coup, si on te contacte, si les gens qui écoutent aujourd'hui Renacast te contactent de la part de Renacast, est-ce que dans l'une de tes activités, hein, tu vas me dire laquelle, est-ce que tu peux leur proposer une petite ristourne ou un petit goodies, tu vois, un truc, s'ils donnent le mot Renacast, le mot magique, tu leur dis, ok, je vous propose ça parce que vous venez de la part de Nicolas et de Renacast. Alors, j'ai pas listé toutes les activités que j'ai aujourd'hui parce que forcément, comme je te disais, le poulpe, j'ai plein d'activités, je testé plein de choses. Je Bien fais du sûr. consulting à l'heure sur, c'est très orienté jeux vidéo, mais sur de la gestion de projet, du management de projet et un peu de business, savoir si un projet est viable ou pas. Du coup, ça, je peux le faire aussi sur du projet non jeu vidéo ou aider un freelance à se lancer. Et ça, vraiment, je le fais en consulting à l'heure. Tu vas sur un site dont je te filerai le lien parce qu'il a un URL à la con. Merci, ouais. Ok. Et en gros, tu peux réserver un rendez-vous avec moi de 1 heure et je facture normalement 70 € de l'heure. Et là, bah, du coup, pour les gens de Renacast, je propose de faire 1 heure gratuite si en échange, ils font un post LinkedIn. Ah, oh, bien, excellent. Eh ben écoute, je prends. Enfin, merci pour eux. J'espère que tu auras plein de posts LinkedIn du coup. Euh, On verra. donc, ok, génial. Merci, merci pour tous. Et on le dit, hein, je ne t'ai pas forcé la main, je t'ai pas violenté. On est d'accord, hein. Alors, Non, c'est gentil, tu le fais gentiment. Merci beaucoup. Écoute, ça touche à sa fin. L'épisode de Renacast touche à sa fin. J'étais hyper content de discuter avec toi sur une partie que peu de monde connaît finalement. Tout le monde connaît les jeux vidéo, mais il y en a peu qui savent que derrière, c'est plusieurs types de métiers. Dans ton cas, tu en as créé un seul. Tu as mis tout ça. C'est un métier valise où tu mets tout ce que tu aimes dedans. J'espère que ça aura créé des vocations parce que ben finalement, ton parcours montre que c'est pas une ligne droite, on peut aller à droite, on peut aller à gauche, et tes 12 projets de cette année, les 12 projets de Gaëtan de cette année montrent qu'on peut toujours avancer malgré, ça fait quoi, 10 ans tu m'as dit, malgré 10 ans sur un jeu passion, un métier passion, on peut garder la passion en toujours
en poussant toujours un peu plus loin le curseur, en se disant où est-ce qu'on peut aller. Donc merci. J'espère que ton histoire aidera tous nos auditeurs à oser se lancer et à construire peut-être leur propre projet, un projet qui sera à leur image. Merci Gaëtan, je te souhaite une bonne continuation et puis aux auditeurs, à bientôt dans un prochain épisode de Renacast. Salut Gaëtan, à bientôt. Salut, à bientôt. Si cet épisode vous a inspiré, ne le gardez pas pour vous. Partagez-le avec vos amis, votre famille, vos collègues, qui sait. Cela pourrait bien être le déclic dont ils ont besoin pour se lancer. Abonnez-vous dès maintenant sur votre application de podcast préférée et laissez-nous une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire. Votre soutien est essentiel pour faire grandir Renacast et continuer à donner la parole à celles et ceux qui ont osé. À très vite pour un nouvel épisode et surtout, osez passer à l'action.